Bonjour à tous et bienvenue autour de cette grande table du jeudi. 70 ans de combat, une avocate au service de la cause des femmes, décédée cet été. C'est de Gisèle Halimi dont nous allons vous parler tout à l'heure dans cette émission avec la journaliste Annick Cogent, auteure d'un livre Entretien restitué, une farouche liberté chez Grasset. Pourquoi s'engager au nom de quelle liberté? La journaliste Annick Cogent nous en dira plus tout à l'heure à partir de 12h55. Mais d'abord, lyonnaise d'une famille originaire d'Arménie, la violoncelliste Astrid Siranossian fait des étincelles. Dans un nouvel album Dire Mademoiselle chez Alpha, elle rend hommage à Nadia Boulanger, grande pédagogue qui a croisé la route de Philippe Glass, Michel Legrand ou encore Quincy Jones. Elle nous parle de sa musique et de l'héritage qu'elle a reçu avec nous jusqu'à midi et demi. La grande table. Olivia Gesbert. Si yo fuera Maradona, viviría como él. Si yo fuera Maradona, frente a cualquier portería. Si yo fuera Maradona, nunca me equivocaría. Si yo fuera Maradona, perdido en cualquier lugar. La vida es una tómbola, busca la salida y la salida de Argentina se ve más clara porque combina la habilidad de los jugadores como en este caso Diego Armando Maradona que cambia la velocidad, va al pica al frente, tiene a Burruchaga, se mete al área, manda, sobre pie el cielo, tira gol, golazo, golazo, portentoso, bien bonito, bien fabricado, con una habilidad extraordinaria, con un dominio de pelota formidable, conservando el balón siempre pegado a los pies, entre la marca de dos, ahí se quita el foul, sale Peter Shilton, lo vence al otro sector y le mete un gol sensacional. Je crois que ça veut dire un goal sensationnel, un but sensationnel, la mort d'un dieu du football, champion du monde aux couleurs de l'Argentine, son pays, en 86, passé par Barcelone et Naples comme joueur. Diego Maradona n'était pas un saint réfugié dans les paradis artificiels. Il savait reconnaître ses erreurs, implorant aussi une forme de pardon pour ses fautes auprès de ses fans quand il a jugé le moment bon. Mais ce qui est absolument fascinant avec cette personnalité, c'est la manière dont le footballeur argentin décédé hier à l'âge de 60 ans, a marqué son époque et laissé une empreinte bien au-delà de la planète foot, inspirant à la fois des écrivains, des cinéastes comme Emir Kusturica, des musiciens comme Manu Chao qu'on entendait à l'instant, l'ancien numéro 10, donc cette figure du football. Avec nous pour en parler, bonjour Olivier Guèze. Bonjour. Et je salue quand même notre invitée Astrid Siranossian qu'on va retrouver dans quelques instants, qui est violoncelliste, pas footballeuse. Mais juste le temps avec vous, Olivier Guèze, quand même de cerner un peu cette personnalité qui vient de nous quitter. Vous êtes romancier, prix Renaudot, c'était il y a 3 ans pour la disparition de Joseph Mengele, auteur précédemment d'un éloge de l'esquive chez Grasset, sur le dribble et le football brésilien cette fois, et puis bientôt d'un livre que vous allez consacrer justement à Maradona. On y revient toujours? Oui, on y revient toujours. Déjà, c'est une affaire de génération. Moi, j'étais enfant dans les années 80, donc j'ai vraiment grandi avec Maradona. Et l'image de ce petit bonhomme rayonnant à Mexico en 1986, défaisant quasiment à lui tout seul la solide équipe d'Angleterre, remportant la Coupe du Monde avec des buts absolument exceptionnels, extraterrestres, c'est quelque chose qui m'a marqué à jamais. Donc je pense que pour tout amateur de football, et en particulier un amateur de football de ma génération, Maradona est absolument l'alpha et l'oméga du football international. Alors Astrid Siranossian qui est avec nous a un peu plus que 30 ans, elle est un peu plus jeune que vous. Olivier Guèze, vous avez aussi des images comme ça quand même en tête de Maradona? Oui, surtout que j'avais eu la chance d'aller au stade de la Boca 2 fois quand j'étais allée à Buenos Aires. J'avais absolument voulu aller dans ce quartier avec ces maisons peintes de toutes les couleurs. Voilà, donc j'avais pu me rendre compte en Argentine de l'importance qu'avait Maradona. C'était lors d'un voyage avec Daniel Barenboim où j'avais joué en musique de chambre avec Martha Argerich, donc 2 grandes aussi figures immenses de l'Argentine, au même titre que le tango ou Astor Piazzolla. Voilà, mais je pense que Maradona, au-delà des frontières, restera pour toujours un symbole de l'Argentine. Ouais, le football et la personnalité de Maradona, Olivier Guèze, c'est ça qui est intéressant de voir aussi comment ils ont marqué cette capitale
capitale argentine où vous êtes allé aussi, vous, Buenos Aires, que vous connaissez bien, qui porte la trace de cette année folle où l'Argentine est devenue championne du monde de football, même si c'était pas sur ses terres, et de cette personnalité qu'était Maradona. Oui, alors bien sûr, il y a le souvenir du cru 1986, mais Maradona, pour Buenos Aires, c'est surtout sa jeunesse. Ce sont les bidonvilles dans la banlieue de Buenos Aires, et puis surtout, ce sont les débuts de Maradona. Il y a un petit club qui s'appelle Argentinos Juniors, qui est plutôt dans le centre de Buenos Aires, où il a débuté. Le stade, aujourd'hui, porte le nom de Maradona. Et tout autour, c'est vraiment l'antre de Maradona. Il y a des peintures murales partout, il y a des photos partout. Les gens, ils jouaient au milieu des années 70, continuent de porter les maillots de Maradona. Moi, j'ai assisté à un match là-bas l'automne dernier, quand je préparais mon prochain livre. Et puis, évidemment, on vient d'en parler, il y a Boca. Après Argentinos Juniors, il va à Boca, qui est le club le plus populaire avec River Plate en Argentine. Et là, c'est là que Maradona est devenu un mythe vivant à la Bombonera. Et vraiment, même si on est sur France Culture, je recommande de regarder les vidéos de Maradona sous Boca, dans ce stade en fusion. C'est absolument exceptionnel. Et là, on comprend non seulement ce qu'a été le joueur, mais ce qu'a été le phénomène pour la société argentine plus largement, dès ses débuts, à peine 20 ans. On comprend ce qu'est un mythe, une icône de la culture populaire aussi. Sur France Culture, on doit pouvoir aussi s'intéresser et comprendre cela. Vous vous moquez un peu de nous, Olivier Guèze, mais on ira voir ces vidéos. Dieu un jour, Dieu toujours. Qui est cet homme, qui est ce magicien du football, cette victime de la cocaïne qui, quand il a arrêté la drogue, ressemblait d'abord à Falstaff, puis à une pub pour spaghetti. Ça, ce sont les mots d'Emir Kusturica dans ce film qu'il lui a consacré, sobrement intitulé Maradona, et qui raconte le mythe, l'histoire de cette légende du football. Vous avez entrepris, on le disait, d'écrire un livre aussi à ce sujet, à son sujet, Olivier Guèze. Maradona, c'est un héros tragique pour vous ? Bien sûr que c'est un héros tragique. Déjà, sa trajectoire est absolument étonnante. Il vient de très 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 bas, vraiment les couches les plus basses de la société argentine. Je l'ai dit, il a grandi dans un bidonville. Et puis très rapidement, il est repéré, il fait des exhibitions à la télévision, il a à peine 10 ans, et donc il va devenir l'icône de la société argentine à même pas 20 ans. Donc son ascension est absolument fulgurante, ensuite il part à l'étranger, mais il ne va jamais renier ses origines. Très rapidement, Maradona va se faire le porte-voix des déshérités du monde dont il est issu. Et ça, c'est quelque chose que les Argentins lui seront toujours reconnaissants. On le lui reprochera aussi, parce que Maradona était très proche de certaines figures plus ou moins contestables de la gauche radicale sud-américaine. Mais il n'empêche que ça, c'est un marqueur très très fort de l'identité de Maradona. Donc il y a le footballeur, la personnalité engagée qui ne renie pas ses origines, et puis il y a le personnage dionysiaque, il y a le jouisseur, il y a celui qui se perd, il y a l'être faible, faillible, qui finalement va tomber dans tous les pièges que la vie lui tend. Probablement qu'il n'était pas préparé à une telle célébrité, à une telle renommée, mais enfin, qui peut assumer une telle célébrité ? Est-ce qu'on peut avoir été Maradona et rester insensible à tous les plaisirs que la vie vous propose? Ça commence à Barcelone, ça se prolonge surtout à Naples, et c'est là vraiment qu'il va commencer à chuter, devenir totalement dépendant à la drogue, entre autres à la cocaïne. Et toute sa vie, à partir de ce moment-là, c'est cette lutte entre l'ange et le démon qui sans cesse le sollicitent, l'un à droite et l'un à gauche. C'est absolument fascinant. C'est ce en quoi Maradona est un personnage extrêmement inspirant pour beaucoup d'artistes. Voilà, ce sera la chute, ce sera les écrivains. Ouais, ce sera la chute, ce sera la lutte, puis ce sera aussi la repentance. Dans sa voix, Olivier Guèze, il va devenir donc votre sujet littéraire dans un livre à paraître au printemps prochain. Merci beaucoup à vous d'avoir été avec nous quelques instants. Merci pour en parler.
Qu'avait-il de commun entre Astor Piazzolla, dont vous venez d'entendre un extrait de son grand tango pour violoncelle et piano, entre Astor Piazzolla, Michel Legrand, Igor Stravinsky ou encore Quincy Jones, Astrid Cyranossian. Rebonjour. Et c'est vous là au violoncelle qu'on entend dans cette reprise du maître du tango argentin, Astor Piazzolla. Quel dénominateur commun entre tous ces musiciens qu'on vient d'évoquer ? Eh bien, entre tous ces musiciens, le dénominateur commun s'appelle Nadia Boulanger. À savoir qu'ils sont tous passés entre ses mains. Et Astor Piazzolla, c'est un très bel exemple, puisque quand il est arrivé de Buenos Aires, dans les années 50, pour étudier avec Nadia Boulanger, il est arrivé avec une musique qui était absolument dénuée de tout ce qui pouvait être argentin. Et puis pendant un an, il a étudié avec elle. Elle ne comprenait pas vraiment ce manque d'originalité qu'il pouvait avoir. Et puis au bout d'un an, elle lui a demandé « Mais enfin, en Argentine, que faisiez-vous » Et puis il sort un bandoneon et il joue une œuvre au bandoneon. Et puis elle lui dit de ne jamais oublier de là où il vient et qu'il faut absolument qu'il reprenne son chemin argentin et qu'il n'oublie pas dans sa musique ses origines. Un petit peu comme Maradona qui n'oubliera jamais ses origines argentines. Voilà, je pense que Piazzolla a vraiment eu un retour vers ses origines argentines grâce à Nadia Boulanger. Après, évidemment, ça a été une pédagogue exceptionnelle qui a vu défiler à peu près tous les mouvements musicaux du XXe siècle. Donc voilà, le dénominateur commun entre Astor Piazzolla, Quincy Jones, Michel Legrand, Philippe Glass et encore bien d'autres, Igor Stravinsky, Nadia Boulanger. Et ce grand tango de Astor Piazzolla, dont on entendait un extrait, et était d'ailleurs une commande de Rostropovitch, c'est pour dire le succès qu'il a connu par la suite aussi, et comment sa musique, après un retour par chez lui, le bandoneon, les premiers tangos, a su voyager. Vous lui rendez hommage à Nadia Boulanger dans cet album « Dire Mademoiselle » qui sort sur le label Alpha, accompagné du pianiste Nathanaël Gouin. Nadia Boulanger, c'était une grande professeure un peu de la voix de tous, une pianiste, pédagogue. Avec elle, les futurs musiciens, compositeurs, chefs d'orchestre ont fait ce qu'on appelle l'école de la rigueur, mais pas seulement. Quelle qualité d'enseignement elle avait à vos yeux ? Quelle qualité d'écoute peut-être qui lui permettait, de ce que vous en avez entendu, lu, de savoir dénicher où était exactement le talent de chacun ? Je pense que la spécificité de l'enseignement de Nadia Boulanger, c'est d'avoir su sculpter son enseignement face à chaque personnalité qui se présentait à elle. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas des cours qui étaient préfaits ou alors elle ne répétait jamais une leçon. Elle était très surprenante pour les élèves qui venaient vers elle. Et je pense qu'elle a su vraiment, c'était son but. Elle voulait absolument réussir à tirer de chaque élève qui se présentait à elle le meilleur et les pousser à aller le plus loin possible dans l'expression musicale qu'il voulait expérimenter, qu'il voulait développer. Donc je pense que vraiment c'est cette spécificité, cette dévotion et puis cet amour pour la musique, puisqu'elle était extrêmement ouverte à découvrir aussi chaque musique et chaque personnalité qui se présentait à elle. Elle ne prenait pas les élèves qui venaient à elle comme des étudiants qui devaient être modelés selon un modèle bien fait. Non, elle tenait absolument à développer. C'est ce qu'elle a fait d'ailleurs quand on voit la palette et la diversité des élèves qu'elle a eus, chacun dans des langages très différents. Le grand écart, évidemment, Igor Stravinsky, Quincy Jones est là pour le montrer. Mais je pense que voilà, c'était cet amour inconditionnel pour la musique qui a fait qu'elle a aidé au développement de beaucoup de genres et au plus haut niveau. Alors justement, Stravinsky, elle a tout de suite senti le chouchou, le talent, l'homme brillant derrière le musicien. Quincy Jones, c'est encore une autre histoire qui est quand même assez singulière et assez étonnante. Il va venir s'installer à Paris en 57 pour étudier auprès d'elle les techniques de la composition. Elle lui a plus couvert les portes de la musique, des portes qui lui étaient fermées aux États-Unis. Exactement, il voulait absolument, c'était le rêve de beaucoup d'Afro-Américains aux États-Unis de pouvoir étudier l'orchestration, puisque c'était une discipline interdite à l'époque. Les Afro-Américains ne pouvaient pas l'étudier, donc il est venu en refuge un petit peu auprès de Nadia Boulanger. Il pensait rester que quelques semaines, il est resté plusieurs années. Donc c'est une très belle histoire aussi, finalement avec un lien assez maternel qu'a pu avoir Nadia Boulanger avec lui. Et puis évidemment, quand on parle d'héritage de Nadia Boulanger, il y a Quincy Jones, mais il y a aussi l'héritage que tous ces élèves, comme Quincy Jones ou Stravinsky, ont aussi apporté et qui découle directement de l'enseignement qu'ils ont pu connaître avec Nadia Boulanger.
C'est-à-dire? Eh bien, par exemple, moi, je prends cet exemple qui m'amuse finalement, l'exemple de Michael Jackson. Quand on regarde les premiers albums, première collaboration de Quincy Jones et Michael Jackson, Nadia Boulanger était encore en vie. L'exigence qu'a eu Quincy Jones vis-à-vis de la musique de Michael Jackson, je pense qu'il a pu avoir cette exigence parce que lui-même a eu un enseignement extrêmement exigeant et que Nadia Boulanger lui a ouvert les oreilles et l'a éduqué. Et je pense que c'était vraiment aussi une des spécificités de son enseignement, c'est que ce n'était pas uniquement musical, mais ça allait bien au-delà, au niveau de la philosophie, de la culture générale et puis de la littérature. Voilà, c'était une personnalité qui a vraiment éduqué humainement également les élèves qui se sont présentés à elle. Alors c'est aussi là que Quincy Jones va faire la connaissance d'un autre élève de Nadia Boulanger, qui est Michel Legrand, et de cet enseignement est née une très belle amitié qui va perdurer. Michel Legrand qui figure aussi sur cet album hommage que vous avez recomposé avec votre violoncelle et votre camarade pianiste Nathanaël Gouin, Astrig Cyranossian. Alors vous le disiez, c'était une femme qui allait chercher au cœur de chacun de ces musiciens en herbe leur subjectivité, leur personnalité, qui s'attachait beaucoup à cette question de l'identité, qui était pour elle une affaire proprement culturelle. On écoute Nadia Boulanger. Arriver à faire comprendre aux Japonais, par exemple, que nous comprenons ou que nous essayons de comprendre son esthétique et que nous la respectons, mais que nous n'essayons pas. Moi, je me bats beaucoup avec mes élèves japonais en disant « Je vous supplie, restez japonais et devenez universel pour d'autres raisons, mais restez japonais. Mais si vous essayez de faire des faux français, alors je suis japonais et je me persuade que je viens de Naples. » Ben, ça ne va pas. Je sais que Verdi n'est pas la Finlande. Je sais que Brahms n'était pas napolitain. Sur l'album Dire, mademoiselle Astrig Cyranossian, vous reprenez aussi ces 3 pièces pour violoncelle et piano composées par Nadia Boulanger. Elle composait en fait assez peu, d'ailleurs, elle a très peu composé. Oui. Parce qu'elle avait l'ombre de sa sœur, cette présence qui s'imposait à elle. Exactement, et puis elle a vraiment arrêté la composition en 1918 quand sa petite sœur Lily Boulanger est décédée. Je pense qu'elle était absolument admirative du travail de sa sœur et que la composition n'était certainement pas une nécessité pour Nadia Boulanger. Donc elle a décidé d'arrêter sa composition en 1918 et puis elle aura passé sa vie à interpréter les œuvres de sa petite sœur Lily et d'essayer de toujours mettre en valeur sa musique et de mettre en avant le patrimoine de composition de Lily Boulanger. Elle estimait que sa musique à elle, Nadia Boulanger, était complètement inutile, insipide. D'ailleurs, sur le disque, l'album Dire Mademoiselle, je joue ces 3 pièces avec Daniel Barenboim, qui a été élève de Nadia Boulanger, et il n'avait absolument pas idée que Nadia Boulanger avait composé, donc il était très surpris. Et donc je pense qu'elle ne revendiquait pas du tout cet aspect de compositrice qu'elle admirait énormément chez sa petite sœur, mais qu'elle s'est vraiment plus volontiers, Nadia Boulanger, tournée vers sa carrière d'organiste, de chef d'orchestre, chef de chœur et pédagogue. Daniel Barenboim, il y a 3 ans environ, qui vous invite à rejoindre l'ensemble Boulez, 2 l'orchestre West Eastern Divan Orchestra. Oui. Ça a été le plus beau jour de votre vie, ça? Eh bien, mais tous les jours,
quand je le vois, quand j'ai la chance de jouer en musique de chambre avec lui, de le côtoyer. Je me dis qu'il ne faut jamais oublier que les personnalités comme Daniel Barenboim que l'on croise dans sa vie, c'est une réelle chance. Et voilà, enfant, j'ai passé mon enfance à écouter les disques qu'il avait enregistrés avec Jacqueline Dupré. Donc évidemment, même si je suis proche de lui maintenant, je n'oublie jamais que ça a été un mythe. Et pour beaucoup encore de monde, à travers le monde musical ou autre, Daniel Barenboim, c'est une grande figure. Et c'est vrai que voilà, j'apprends énormément et j'ai été très émue, évidemment, de discuter avec lui, Nadia Boulanger, entre autres. Et c'est pas la seule personnalité ou figure qui a pu compter pour vous dans votre parcours. C'est assez particulier d'ailleurs. Vous avez commencé, vous, très jeune, enfant précoce, élève studieuse, musicienne talentueuse. On peut dire que c'est un peu votre règle de 3 à vous, Astrid Cyranossian. C'est aussi un disque hommage, se dire Mademoiselle, justement à la figure du professeur dans la vie et dans le parcours d'un musicien. Est-ce que votre professeur principal à vous, Ivan Monighetti, à Bâle, avait les mêmes qualités? Vous avez retrouvé les mêmes choses dans sa classe que certains élèves ont pu trouver sur les bancs de l'école de la rigueur de Nadia Boulanger? Oui, je pense que indirectement, le travail que j'ai fait sur Nadia Boulanger m'a beaucoup émue, puisque j'ai retrouvé évidemment les caractéristiques d'enseignement que j'ai pu recevoir, qui étaient très dures et à la fois très tendres, et tout ça pour en fait aller vers une exigence vis-à-vis de la musique qui donne finalement après une grande liberté d'expression. Je pense que oui, Ivan Monighetti m'a vraiment, quand j'entends les élèves de Nadia Boulanger parler d'elle, j'ai l'impression que je pourrais parler de la même manière d'Ivan Monighetti, le fait de presque habiter chez son professeur, d'avoir cours tous les jours, de vraiment modeler l'élève comme a fait Ivan Monighetti, mais par rapport à qui j'étais. Il n'a jamais voulu me transformer en une autre personne. Il a toujours essayé de chercher qui j'étais et d'essayer de révéler au contraire ce que je pouvais avoir en moi pour ensuite l'exprimer sur scène à travers le violoncelle. Donc oui, je pense que indirectement, beaucoup de personnes sont peut-être très, je sais pas, n'acceptent pas les enseignements rudes, mais moi je pense qu'au contraire, vis-à-vis de l'art et de la musique, il faut avoir une certaine exigence, sinon je pense qu'on ne peut pas tellement lui rendre grâce. Voilà. Qu'est-ce que c'est un enseignement rude? Un enseignement rude, c'est un instrument qui est intransigeant, qui pousse à aller plus loin. Moi, de la part d'Ivan Monighetti, je n'ai jamais entendu que ce que je jouais était bien. C'était tout au plus pas mal ou pas trop mauvais, mais voilà, ce n'était jamais suffisant, et je pense que c'est une grande chance, un grand cadeau de pouvoir avoir de pouvoir toucher en fait finalement cette exigence, puisque c'est évidemment en tant que musicien, on doit constamment se remettre en question, et vis-à-vis de la musique qui ne bouge pas, nous jouons quand même des partitions écrites. Si nous n'avons pas la curiosité et l'exigence de constamment re-regarder la partition et ne pas prendre la partition pour acquise, je pense que c'est difficile de réussir à tenir aussi sur une longue période et de rendre évidemment grâce à la musique. Ça ne doit pas être facile de trouver sa voix, surtout quand on a eu un enseignement aussi, vous le dites, intransigeant ou exigeant. Ça doit arriver petit à petit, à force de travail, à force de recherche. On imagine que la vôtre, vous l'avez trouvée. Je voulais juste en revenir à ce beau mot d'identité, tel que le définissait ou le concevait aussi Nadia Boulanger, à laquelle vous rendez hommage dans ce Dire Mademoiselle, ce nouvel album, Astrid Cyranossian. Votre identité à vous, c'est aussi en partie vos origines. Alors vous êtes lyonnaise, je le disais, française, mais vous avez des origines arméniennes. Vous avez gardé de la famille là-bas? Non, je n'en ai pas, comme d'ailleurs à peu près tous les Arméniens du monde. J'ai de la famille au Liban, en Syrie, aux États-Unis, mais presque pas en Arménie. Il faut savoir là où viennent ma famille, côté maternel et paternel, se trouve actuellement en Turquie, et donc c'est très difficile de pouvoir habiter en tant qu'Arménien en Turquie. Donc voilà, mais je vais très volontiers en Arménie pour aller apporter du soutien, de l'aide. Il y a des enfants très doués, très talentueux, et évidemment je n'oublie pas
je n'oublie pas mes origines, je me sens très française, mais voilà, quand on a des origines qui sont baignées de culture, je trouve que c'est une chance d'avoir cet héritage en moi. Ce qui se passe en ce moment au Karabakh vous touche de près? Oui, me touche de près puisque c'est une répétition de l'histoire, c'est une répétition constante de l'histoire. Je pense, et puis pour avoir été là-bas, que face à des Arméniens qui ont constitué une armée, donc qui était l'armée arménienne, il faut savoir que les civils du 26 septembre sont devenus des soldats quand la guerre a éclaté. Et en face, il y a eu des djihadistes qui ont été envoyés par la Turquie, des mercenaires. Donc je trouve que ça a été, au-delà du fait que je sois d'origine arménienne, je pense que ce conflit a surtout été un conflit face au terrorisme que nous vivons d'ailleurs aussi en France. Donc j'ai été évidemment touchée. Le silence européen m'a fracturée, puisque je trouve qu'en 2020, de pouvoir voir des atrocités pareilles avoir lieu dans le monde, c'est très difficile. J'aurais imaginé ne pas pouvoir voir. Autant mes grands-parents ont vu un génocide qui a été reconnu très tardivement. Autant je ne pensais pas pouvoir voir ça, et j'espère vraiment de tout cœur que la génération qui vient ne verra plus ces atrocités. Et pour briser le silence, il peut y avoir, ou il y a eu souvent dans l'histoire, la musique. Oui. C'est un lieu, un endroit où pourrait aller prochainement en soutien l'orchestre symphonique du West Eastern Divan Orchestra. Oui, je pense qu'en plus c'est un pays où à peu près toutes les nationalités présentes dans cet orchestre peuvent aller librement, les Israéliens, les Palestiniens, il y a les Libanais, les Syriens, vraiment il n'y a aucune restriction pour aller en Arménie. Et puis il y a une grande diaspora arménienne en Israël, évidemment au Liban, en Syrie. Donc voilà, je pense que et c'est un orchestre symphonique qui avait été pensé par Daniel Barenboim et Édouard Saïd, un écrivain, un chef d'orchestre, justement pour promouvoir ce dialogue pacifique entre les Juifs et les Arabes. Merci beaucoup à vous d'avoir été avec nous. On vous retrouvera, j'espère, bientôt sur une scène aussi pour jouer. Le 6 janvier peut-être. Si le concert est maintenu, donc j'ai déplacé le concert de sortie de l'album. Et ce sera où ? Ce sera dans la magnifique salle du Conservatoire d'art dramatique, rue du Conservatoire, dans le 9e, à 2 pas du 36 rue Balue, où a habité Nadia Boulanger, et qui a vu et qui a accueilli une grande partie des grands hommes de l'art, de la musique, la littérature du XXe siècle. Voilà, dans le 9e arrondissement à Paris, avant de voyager avec votre violoncelle et cet album Dire Mademoiselle. Merci beaucoup à vous. Merci à vous.